Des convois de jeunes interceptés avec à bord 38 mineurs. La situation interpelle la ministre de l'Action sociale qui a animé ce matin un point de presse afin d'échanger sur la mobilité inquiétante des enfants burkinabés. Et puis à Bobo-Dioulasso, la soirée d'hier dimanche a été assez festive à l'église des Assemblées de Dieu de Lafiabougou. L'union des chorales de cette église a dédicacé son premier album de 8 titres chantés entièrement en langue nationale djoula. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette session d'information. Les 28 et 30 janvier dernier, les services de sécurité de Gonsen ont intercepté 52 jeunes, dont 38 mineurs, en partance pour Bobo-Dioulasso, le Mali et la Côte d'Ivoire pour, je cite, être employés dans des sites d'orpaillage. La question de la mobilité des enfants burkinabés est un peu plus préoccupante pour la ministre de tutelle, Marie-Laurence Ilboudo, qui a par ailleurs animé ce matin un point de presse à ce sujet. On voit cela avec Gédon Tapsoba, Odette Zangina. La mobilité des enfants au Burkina Faso est plus que jamais préoccupante. Les services de sécurité de Gonsen ont intercepté les 28 et 30 janvier 2020, respectivement 23 et 29 jeunes âgés de 13 à 26 ans. Parmi eux, on dénombre 38 enfants dont l'âge est situé entre 13 et 17 ans et 12 adultes dont l'âge est situé entre 18 et 28 ans. Ces enfants proviennent de la région du plateau central, Zorgo, du centre-est, Koupela, et celle de la région du centre-nord, Boulsa, et avaient pour destination Bobo-Dioulasso, Mali, Côte d'Ivoire, pour être employés sur des sites d'orpaillage. Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, à travers ce point de presse, veut communiquer sur l'état de la situation et interpeller par ricochet l'opinion publique sur la gravité du phénomène. Nous voyons comment ces gens, ils enrôlent nos enfants. Tantôt, je l'ai dit, c'est comment ils prennent ces enfants, ils leur promettent de belles choses, du travail, et en leur promettant, ils sont dépendants des amphétamines, ils sont dépendants de ces enfants, et après, on les apprend à manier l'arme et après on les envoie au combat. C'est comme ça que ça se passe. Donc nous avons besoin que les parents prennent en charge leurs enfants chez eux jusqu'à l'âge de la maturité. Et même aujourd'hui, 18 ans, l'enfant n'est pas assez mature. Une prise en charge qui nécessite cependant l'accompagnement du gouvernement, a laissé entendre ce parent d'enfant en situation de mobilité. Lui aussi, il voulait aller travailler pour gagner l'argent. Venez aider sa maman. Ce qu'il m'a dit, c'est ça. Ce qu'elle a dit, c'est vrai, mais bon. C'est ça que je dis. Il faut qu'eux aussi nous aider à faire une centre pour qu'on va amener les enfants là-bas. Ils vont travailler. La brigade de la protection de l'enfant, tout en travaillant d'arrache-pied à démanteler le trafic des traites d'enfants, préconise tout de même la sensibilisation, surtout à l'endroit des enfants et des parents. Ainsi, si l'on se réfère aux données de 2019, le plateau central et le centre-est enregistrent respectivement 161 enfants en situation de mobilité, dont 71 victimes de traite et 77 enfants, dont 43 victimes de traite. Et pour y faire face, le gouvernement s'est engagé dans la protection de l'enfant à travers l'adoption des tests, dont l'accord de coopération avec la République de Côte d'Ivoire ou encore l'accord tripartite de coopération avec le Bénin et le Togo en matière de protection des enfants. Musique dans cette édition, l'artiste musicienne Rose Bationo a organisé samedi dernier dans les locaux de CVK LVD la dédicace d'un single suivi d'une conférence de presse. Moïse Kinda nous en dit plus. Le Dieu en qui je crois, il est ici. Il est Adonai, le Dieu Seigneur, il est le Dieu très haut, il est Dieu éternel, il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est lui mon Dieu, il est mon Père.
Le Dieu en qui je crois, qui est-il, est un nouveau single de Rose Bationo, artiste musicienne, présenté ce samedi 1er février 2020 à la presse. Kira Esu en 2005, Ouyon Zene en 2008, Songo en 2016. Le 4e album est annoncé pour bientôt. Ce single nous amène encore à recevoir ce Dieu bon si nous ne le connaissons pas. Parce que nous vivons dans un monde de troubles, dans un monde où toutes les familles sont presque endeuillées. Et les gens courent de part et d'autre, cherchant la solution, cherchant la paix, cherchant la consolation. La consolation vient de mon Dieu. La consolation vient de celui qui a créé l'homme. Je parle de ce Dieu qui est bon. Car la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous n'allons pas rester dans ce monde. Nous allons quitter un beau jour. Mais après la mort, qu'est-ce qui suit? Notre âme sera devant Dieu pour rendre des comptes. Alors, pour ne pas rendre des comptes et entrer en l'enfer, Dieu nous propose, Dieu nous donne son Fils qui nous ouvre la porte. Et son Fils dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et l'une ne vient au Père sans passer par moi. Je pense que c'est un véritable cadeau. Ce single a vu le jour grâce à un appui technique et financier d'une structure ivoirienne dénommée Vision Musique. Collaboration avec une structure ivoirienne, en fait, ça relève aussi d'un caractère aussi spirituel. Parce que vous savez que dans la Bible, Jésus dit, je te prie qu'il soit un. En fait, là, nous travaillons à ce qu'il n'y ait plus de chantres qui sont forcément cloîtrés dans leur coin, mais qu'il y ait un mouvement d'ensemble, des chantres qui travaillent ensemble au-delà même de nos frontières pour annoncer le même évangile. Parce qu'il n'y a pas un évangile pour le Burkina Faso et pour la Côte d'Ivoire ou un autre pays. C'est dans un élan d'unité du corps de Christ qui est actuellement en vogue, parce que actuellement dans tous les pays, toutes dénominations confondues, nous sommes en train de nous d'unir nos forces pour la cause du Seigneur, parce que nous savons une chose, le Seigneur revient bientôt. Le CD de ce single est disponible dans les librairies de la place au prix de 2000 francs CFA et aussi une possibilité d'acheter en ligne. Oh, il est Dieu éternel, il est El Shaddai, le Tout-Puissant. C'est lui mon Dieu, il est mon Père. Toujours musique dans cette édition, mais cette fois-ci à Bobo Dioulasso. Djigiyuma, c'est l'intitulé du premier album de 8 titres de l'Union des chorales de l'Église des Assemblées de Dieu de Bobo Dioulasso. Une exclusivité entièrement chantée en langue nationale djoula. La cérémonie de dédicace de l'œuvre a eu lieu hier dimanche en présence du peuple de Dieu sorti massivement. On voit cela dans ces images de Delwende Sori. Et demandant maintenant, Seigneur, que tu bénisses cette œuvre. Que toute personne qui va écouter cette musique soit réconfortée, soit restaurée. C'est par cette prière qu'a été officiellement dédicacé le tout nouveau album de l'Union des chorales de l'Église des Assemblées de Dieu de Lafiabougou à Bobo Dioulasso. Un opus de 8 titres chantés entièrement en langue nationale djoula, principalement parlé dans la région de l'Ouest Burkina. Et selon le pasteur principal de l'Église, homme initiateur de ce projet, appuyé par son épouse, c'est dans le souci de diffuser la bonne nouvelle de Christ dans une autre langue que le moré ou le français que l'album a été conçu. C'est après un constat, lorsque nous avons commencé à recevoir spécialement CVK, alors c'est par là que j'ai compris qu'il y avait moins de chants en djoula. Donc pendant que je prêchais, alors l'idée m'est venue, pourquoi ne pas alors encourager le peuple de Dieu à travailler dans ce sens-là pour pouvoir un peu résoudre cette situation. Voilà, tout est parti de là. Et pasteur Mossi que nous sommes, pour moi je suis Mossi et je me considère comme un missionnaire à l'ouest ici. Alors, et quand les missionnaires sont venus des États-Unis,
ils n'ont pas travaillé forcément en anglais. Ils ont appris notre langue, ils ont appris le moré et ils nous ont évangélisés. Alors pourquoi maintenant, nous aussi, nous voulons que les autres nous rejoignent dans notre moré pour les évangéliser? Donc je veux simplement encourager ceux qui sont appelés à servir au niveau de l'Ouest. Alors sachez que la langue commerciale, c'est le djoula. Cette œuvre discographique de 8 titres, dont 2 ont fait l'objet de clips vidéo, a été réalisée à coût de millions de francs CFA financés par l'église de Lafiabougou et des dons de bonne volonté. L'espérance avec le titre Djigi Yuma Yuma, la naissance du Sauveur avec le titre Yesu Nana, le retour de Christ avec le titre Anayoronye Badala sont entre autres les thèmes abordés dans cet album qui s'adresse à tous, chrétiens comme non chrétiens. L'album s'adresse à tout le monde, ceux qui aiment de la bonne musique. Et également, c'est pour également évangéliser, parce qu'il y a beaucoup de chants d'évangélisation dans cet album et en djoula. Et à Bobo, c'est le djoula qui est beaucoup parlé. Et nous espérons, nous pensons qu'à travers ces chants qui vont passer dans les chaînes de radio, que peut-être d'autres aussi vont acheter, se partager. On pourra avoir des âmes qui vont être sauvées au travers de ces chants. 2000 francs CFA, c'est un secours que l'on pourrait se procurer dans tous les coins de vente habituels. Le premier album de l'Union des chorales mixtes francophones et ASC de l'Église des Assemblées de Dieu de Lafiabougou, intitulé Djigi Yuma, une chorale qui compte plus de 65 membres. La soirée de dédicace a vu la participation de plusieurs autres chorales avec les ovations du peuple de Dieu sortis nombreux. Et puis, dans l'actualité hors de chez nous, politique, la liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo, ex-président de la Côte d'Ivoire, sera réexaminée en audience ce 6 février prochain par la juridiction de la Cour pénale internationale, entendue par la CPI. Après la demande de mise en liberté immédiate et sans condition de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo auprès de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale CPI, les observations de l'accusation, de la défense de l'État de Côte d'Ivoire et des victimes sur cette requête introduite le 7 octobre 2019 seront entendues à partir du 6 février 2020. Sur cette affaire, les avocats de Gbagbo dénoncent un non-respect de ses droits humains fondamentaux alors que l'autre partie s'oppose à sa libération sans condition. Le grand danger, c'est celui de la vérité historique. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire court le risque de ne jamais savoir ce qu'il s'est passé. Avec ce procès, avec cet acquittement et cette liberté immédiate qui arrive, même si ce n'est pas eux les coupables, la Cour reconnaît quand même que des faits se sont passés. Comment n'a-t-elle pas pu mener des investigations à côté des accusations pour aider les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire à découvrir la vérité? Le 15 janvier 2019, après 7 années de procédure, Laurent Gbagbo a été libéré et acquitté par la CPI des charges de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011 portée contre lui. Cependant, il ne jouit toujours pas de ses droits de citoyen ivoirien. Ce qui menace la Côte d'Ivoire, c'est un sentiment de frustration nouvelle face à la certitude de l'impunité pouvant conduire à des nouveaux crimes en 2020 au motif que les crimes passés n'ont pas été punis et donc il n'y a aucune raison que les crimes à venir soient punis. En outre, la procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda, a fait appel de l'acquittement de crimes contre l'humanité prononcé en janvier en faveur de Laurent Gbagbo. Et puis 3 jours après le Brexit, Bruxelles et Londres fixent leurs lignes rouges, surtout sur le dossier épineux de la pêche.
Les jeux sont ouverts et la négociation s'annonce rude entre Européens et Britanniques. 3 jours après le Brexit, chaque camp a fait connaître ses lignes rouges pour le futur accord de libre-échange. Côté européen, on propose 0 droit de douane et 0 quota, mais pas sans contrepartie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cohérence. Et évidemment, si l'on demande, comme je l'entends du côté du Royaume-Uni, un accès très large au marché de 450 millions de consommateurs européens, ça ne se fera pas pour rien ou dans n'importe quelle condition. Nous sommes partisans du libre-échange, nous ne serons pas naïfs. Bruxelles espère notamment maintenir l'accès aux eaux britanniques pour les pêcheurs des États membres. L'UE insiste aussi sur le respect des normes européennes par Londres, mais Boris Johnson veut garder les coups des franches. Il n'est pas nécessaire qu'un accord commercial nous impose d'accepter les règles de l'Union européenne sur la concurrence, les aides d'État, la protection sociale, l'environnement ou des politiques similaires. Pas plus que l'Union européenne ne devrait être obligée d'accepter les règles britanniques. Le Royaume-Uni maintiendra des normes très élevées dans ces domaines, meilleures à plusieurs égards que celles de l'UE, et ce, sans la contrainte d'un traité. Ce n'est que début mars que les nouveaux divorcés rentreront dans le vif de la négociation. Ils ont alors 10 mois pour s'entendre jusqu'à l'expiration de la période de transition. Si les Européens attendent du Royaume-Uni qu'ils restent en phase avec leurs normes, c'est pour éviter toute concurrence déloyale. Nous parlons santé dans cette édition avec coronavirus. Les 2 hôpitaux d'urgence construits en 10 jours à Ouyang sont opérationnels et devraient recevoir leurs premiers patients dès ce lundi 3 février, lesquels patients seront encadrés par l'armée chinoise. 2 hôpitaux sortis de terre en un temps record. Ici, en banlieue de Wuhan, il aura fallu une dizaine de jours à peine pour construire 2 bâtiments. Un balai de pelleteuse pour une prouesse technique dont l'avancée, ici en accéléré, a été largement diffusée sur les médias chinois. Pour faire face à la crise sanitaire, 4000 ouvriers se sont relayés jour et nuit. Ce lundi, le premier hôpital entièrement géré par l'armée doit accueillir 1 millier de patients infectés par le coronavirus. Depuis la réception de l'hôpital, nous avons été occupés avec les préparatifs dans les services, la pharmacie et le bureau d'inspection. Il a fallu mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires avant l'arrivée des malades. Des malades, on en compte désormais près de 2 milliers de plus chaque jour en Chine. Mais ce type d'hôpital en préfabriqué a déjà fait ses preuves lors de l'épidémie du SRAS en 2003 sur Pékin. Le 2e bâtiment doit être livré ce mercredi. Pour gagner la bataille du nouveau coronavirus, l'armée toujours en première ligne sur ces images de ravitaillement direction la province de Hubei, coupée du monde. Mais il faudra bientôt d'autres ponts aériens. Avec près de 300 cas d'infection, à 800 km de l'épicentre de la contamination, la ville de Wenzhou et ses 9 millions d'habitants est depuis ce dimanche elle aussi sous confinement. Tous ont désormais l'obligation de rester chez eux. Seule une personne par foyer est autorisée à sortir tous les 2 jours pour faire ses courses. Les grands axes routiers sont presque entièrement fermés à la circulation. Une épidémie qui gagne du terrain alors que prennent fin les vacances du Nouvel An chinois. La province de Hubei et certaines grandes villes ont préféré prolonger cette période de congé. Nous faisons un zoom sur Israël avec un mot d'histoire avant de refermer cette édition. C'est une page de l'histoire qui reste assez méconnue. Nous sommes au début des années 1900. Théodore Herzl, journaliste juif, père du sionisme moderne, s'active depuis des années pour obtenir au Proche-Orient une terre susceptible d'accueillir les populations juives. Dès lors, en tant que président de l'Organisation sioniste mondiale, il multiplie les contacts diplomatiques. Mais il doit faire face à un refus catégorique du sultan de l'Empire ottoman, dont la Palestine fait partie. Une première fois en 1898, puis
à nouveau en 1902. Cette année-là, il rencontre aussi Joseph Chamberlain, espérant se voir octroyer une partie du Sinaï égyptien, territoire sous tutelle britannique. Sauf que Londres n'entend pas la céder. Pour Theodor Herzl, cette obsession de trouver un foyer au peuple juif tourne à l'urgence, au vu du climat antisémite qui pèse en Europe, avec l'affaire Dreyfus notamment, et la multiplication des pogroms en Russie. C'est alors qu'au printemps de l'année 1903, Joseph Chamberlain, le ministre britannique des colonies, lui fait une offre. La couronne britannique propose d'établir un foyer national juif sur une partie de son protectorat d'Ouganda, qui couvre alors l'ensemble de l'Ouganda et une partie du Kenya actuel. C'est lors du 6e congrès sioniste en août 1903 qu'il soumet cette idée. Une idée d'abord accueillie avec enthousiasme. Mais une opposition émerge vite du côté des délégués russes, pourtant les premières victimes des pogroms. Ils refusent un État juif ailleurs que sur la terre biblique. Les querelles et les divisions s'installent au sein de l'organisation. C'est dans cette atmosphère délétère que Theodor Herzl meurt le 3 juillet 1904, des suites d'une bronchite et surtout d'épuisement. Les attaques dont il fait l'objet l'ont terriblement affecté. Chez les défenseurs de la cause sioniste, sa disparition provoque un effroi collectif. Et l'idée d'un État juif en Ouganda disparaît avec lui. 44 ans après sa mort, le 14 mai 1948, à près de 5000 km de l'Ouganda, David Ben Gurion proclame la création de l'État d'Israël. Voilà, c'était là le dernier élément de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous disons bonsoir à la ville de Bobo-Dioulasso où nous étions ce dimanche. Excellente suite de programme sur Canal Vimquera. Demeurez bénis en Christ Jésus.